les aventuriers de la pensée. Dans notre dernière aventure, Fernand Braudel nous a appris à regarder les structures profondes de l'histoire, le temps quasi immobile, de la géographie et des civilisations. Mais il existe un autre continent de la longue durée, non pas fait de montagnes et de mers, mais d'idées, de rêves et de peurs. Le continent de l'imaginaire. Comment des hommes et les femmes d'une autre époque voyaient-ils le monde? Quelles étaient les catégories mentales qui organisaient leur vie? Aujourd'hui, nous partons en expédition dans l'un de ces mondes mentaux les plus fascinants et les plus mal compris, celui du Moyen-Âge. Et nous avons deux guides exceptionnels, deux des plus grands historiens de la troisième génération de l'école des Annales, héritiers de Bloch et Fèvre. Leurs noms, Jacques Le Goff et Georges Duby. Notre première exploration commence sur un champ de bataille. Pas un champ de bataille réel, mais une scène symbolique, le dimanche de Bouvines, 27 juillet 1214. Ce jour-là, le roi de France Philippe Auguste triomphe d'une coalition menée par l'empereur germanique. Pendant des siècles, cet épisode a été présenté comme une victoire militaire fondatrice du royaume de France. Mais, en 1973, l'historien Georges Duby publie « Le dimanche de Bouvines » et tout change. Il ne veut pas raconter la bataille, mais ce que la bataille raconte. Duby regarde l'événement comme un anthropologue. Il veut comprendre comment une société médiévale se met en scène, comment elle se pense elle-même à travers ce rituel de guerre. Il découvre que cette bataille est un miroir de l'ordre du monde féodal. Ceux qui prient, les orators, des clercs, qui donnent sens à l'événement, ceux qui combattent, les bellators, les chevaliers, qui incarnent l'honneur et la bravoure, ceux qui travaillent, les laborators, les paysans, invisibles dans les récits mais essentiels à la survie du tout. Pour Duby, Bouvines n'est pas un simple fait, mais un spectacle social, une mise en scène de l'idéologie médiévale. Il écrit « L'événement n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que l'on en a dit ». Ce que Duby invente, c'est une histoire des représentations collectives. Il montre que comprendre une époque, ce n'est pas seulement compter ses récoltes ou décrire ses guerres, c'est pénétrer la symbolique de ses gestes, ses valeurs, ses mythes. Et maintenant, quittons les champs de bataille pour l'autre monde. En 1981, Jacques Le Goff publie « La naissance du purgatoire ». Une enquête vertigineuse qui commence par une question toute simple. Comment un lieu qui n'existait pas a-t-il pu être inventé? Dans le christianisme primitif, tout était clair. Le paradis pour les justes, l'enfer pour les damnés. Pas d'entre-deux. Mais au XIIe siècle, apparaît un troisième lieu, le purgatoire. Un espace de transition, de purification, où les âmes peuvent être sauvées par les prières des vivants. Le Goff suit la trace de ce nouveau lieu à travers des siècles de sermons, de visions et de récits populaires. Et il découvre que le purgatoire n'est pas seulement une invention théologique, c'est une invention sociale. C'est une réponse à une angoisse collective. Que devient l'âme des gens ordinaires, ni saints ni damnés? C'est aussi, d'une certaine façon, une innovation économique. Si les prières des vivants peuvent sauver les morts, alors se développe un véritable marché du salut. Messe, indulgence, donation. Le Goff écrit « Le purgatoire est né au moment où l'Occident inventait le temps. » Car dans ce nouveau lieu, le temps existe encore. On peut racheter, réparer, évoluer. Ainsi, même l'au-delà devient historique. Le ciel et l'enfer ont eux aussi une histoire. Derrière l'enquête de Le Goff sur le purgatoire, il y a un projet plus vaste. Comprendre comment l'Occident a inventé une nouvelle manière de vivre le temps. Au Moyen-Âge, le temps appartient à Dieu. Il est cyclique, rythmé par les saisons, par la liturgie, par les cloches qui rappellent les offices. C'est un temps de salut, tourné vers l'éternité. Mais peu à peu,
Dans les villes, sur les places marchandes et dans les ateliers, un autre temps s'impose, le temps de l'homme, le temps mesuré, compté, organisé. Les horloges apparaissent dans les beffrois, les contrats fixent des durées, le travail se règle sur des horaires précis. Le Goff montre que ce n'est pas un simple progrès technique, c'est une révolution mentale. L'Occident invente un temps linéaire, orienté vers le futur, un temps qui peut être utilisé, perdu, vendu. Et avec cette invention, c'est toute une nouvelle vision du monde qui naît, celle du progrès, de la responsabilité individuelle, mais aussi du calcul et de la contrainte. Dans cette histoire, le purgatoire joue un rôle symbolique. Il est le premier lieu où le temps devient mesurable dans l'au-delà. Un temps d'attente, un temps de purification, un temps compté. Comme si l'homme médiéval avait commencé à apprivoiser le temps même de son salut. Ainsi, Le Goff nous enseigne que le temps n'est pas un cadre naturel, c'est une invention historique, une construction de la culture occidentale. Et qu'en le mesurant, nous avons aussi appris à le craindre. L'aventure de Georges Duby et Jacques Le Goff est une plongée vertigineuse dans l'imaginaire médiéval. Ils sont les héritiers directs de Lucien Febvre. Ils ont continué son projet de faire une histoire des mentalités. Ils nous ont appris à lire les événements et les croyances non pas comme des faits bizarres, mais comme les symboles d'un système de pensée cohérent. Ils ont fait de l'histoire une véritable anthropologie historique, une science de l'étrangeté de nos propres ancêtres. Ils nous ont laissé une leçon essentielle. Pour comprendre une société, il ne suffit pas d'étudier son économie ou sa politique. Il faut entrer dans ses rêves, dans ses peurs, dans l'architecture invisible de son imaginaire. Mais une fois que l'on a décrit ces grandes structures, ces cadres mentaux, une question demeure. Les gens ne sont-ils que les prisonniers de ces systèmes? Ne sont-ils que les marionnettes de leur propre imaginaire? Ou bien y a-t-il de la place pour la ruse, la liberté, la créativité silencieuse, au cœur même de la domination? Dans notre prochain épisode, nous allons suivre un aventurier qui a consacré sa vie à traquer ces arts de faire des gens ordinaires. Un historien, philosophe et jésuite qui a voulu faire l'éloge de l'intelligence du quotidien. Nous suivrons Michel de Certeau dans son enquête sur les 1001 manières dont nous braconnons la culture, dont nous piratons les systèmes, pour inventer notre propre chemin dans le monde qui nous est imposé. D'ici là, observez les grands récits qui organisent notre propre monde. Demandez-vous quels sont les 3 ordres de notre société et où se situe notre purgatoire. Et surtout, restez curieux.